Salut, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel update lecture où je vais vous présenter mes 3 dernières lectures et aussi des bandes dessinées que j'ai lues il y a peu. Ce dernier update lecture va finalement clore toutes mes lectures de l'année 2017 et je dois vous dire que l'année s'est plutôt bien terminée. En tout premier lieu, je voudrais vous parler de Mazango, écrit par Fabrice Pittet et paru aux éditions Fantasy RCL. Pour vous dire 2 mots sur cet auteur, Fabrice Pittet est un auteur à découvrir pour qui aime la fantasy, notamment la fantasy à la David Gemmell. J'avais déjà lu nombreux textes, surtout de courts romans ainsi que des nouvelles de cet auteur qui sont notamment parus dans un recueil de nouvelles qui s'appelle Les Chroniques Écarlates. J'ai été totalement passionnée par son univers parce qu'il faut savoir que toutes ces histoires, qu'elles soient nouvelles, courts romans ou autres, se passent dans le même univers avec des histoires à chaque fois très différentes mais toujours une imagination dinguissime et j'avais vraiment adoré. J'étais donc complètement ravie de savoir qu'il sortait un roman, toujours dans le même univers, et je me suis donc précipitée afin de pouvoir lire Mazango dès sa sortie. Mazango, c'est ici l'histoire d'un gladiateur noir au fort caractère et qui fera tout pour se battre et être le meilleur dans l'arène afin de pouvoir gagner tout simplement sa liberté ainsi que la liberté de la femme qu'il aime. Mais Mazango, c'est aussi l'histoire de cet homme noir qui va devoir faire face à des situations assez compliquées de par la couleur de sa peau et l'auteur en profite ici pour aborder des messages beaucoup plus profonds que de simples combats dans l'arène puisque nous allons avoir des notions d'esclavage, des notions de racisme, etc. et qu'il y a beaucoup de messages de vie finalement qui vont passer dans ce texte et que j'ai trouvé assez extraordinaire et je trouve ça superbe de pouvoir avoir une histoire qui nous mêle une fantaisie prenante, bourrée d'action, vraiment addictive, mais qui malgré tout nous offre une profondeur certaine. Mazango, c'est à l'image de tout ce que Fabrice Pittet peut écrire. C'est des personnages fouillés, travaillés, avec de vraies personnalités. C'est un univers extrêmement abouti. Même si ici, il faut savoir que je dirais 90% au moins de l'action se passe plus ou moins dans les mêmes endroits, les fosses d'entraînement, le disque en fait c'est l'arène et que donc finalement nous ne découvrons pas tant que ça de l'univers de Fabrice Pittet. Alors c'est peut-être le seul petit point que je regrette, mais parce que moi je connais son univers et que j'adore son univers, qu'il me fascine totalement et que du coup cet univers m'a manqué, je l'avoue, j'aurais aimé en avoir un petit peu plus, mais malgré tout c'est une lecture ultra addictive que j'ai adorée. Bon alors comme bien souvent cet auteur n'hésite pas à faire du mal à ses personnages et donc au passage fait du mal à son lecteur puisque évidemment il choisit de faire souffrir les personnages auxquels on va le plus s'attacher, sinon ce ne serait absolument pas drôle, comprenez-vous. Donc eh bien oui, Fabrice Pittet fait partie de ces auteurs sadiques que j'ai totalement envie de trucider à certains endroits clés du roman. Et ces personnages, ils sont tellement attachants. Alors même si Mazango m'est paru avec très peu de défauts, c'est quand même un homme qui à la base est très très bon, il faut noter qu'il n'y a aucun manichéisme dans cette histoire. Nous allons découvrir des personnages qui sont très nuancés et je pense pour cela par exemple au personnage de Solobias. Solobias, c'est le maître de Mazango, il vit avec cette espèce de commerce, de combat dans l'arène, il a de nombreux esclaves, etc. Mais malgré tout, eh bien, Solobias n'est pas la pourriture à laquelle on pourrait s'attendre. Son personnage est beaucoup plus nuancé et même s'il vit dans un monde où il a des esclaves, il n'en demeure pas moins un personnage qui a une certaine bonté en lui. On va aussi découvrir Anara qui est une esclave et qui est aussi la compagne de Mazango. C'est une femme qui a un caractère bien trempé. Alors oui, en effet, vous avez une romance entre Mazango et Anara, mais la romance, vous l'avez dès le début, quand vous les connaissez, ils sont déjà ensemble. Ce n'est pas lourd, vous ne perdez pas de temps dessus, et en plus, je dirais, la relation entre les deux sert admirablement le récit, donc au final, ça ne m'a absolument pas dérangé de voir cette romance. Bref, une fois encore, j'ai passé un excellent moment de lecture avec cet auteur, et sincèrement, si le monde, l'univers des gladiateurs ne vous déplaît pas, tentez votre chance. En revanche, si vous êtes allergique à tout ce qui se passe dans des arènes avec des gladiateurs, attention, la majorité de l'action se passe dans des arènes, il y a énormément de combats, donc voilà, c'est à tenter si les gladiateurs ne vous déplaient pas et je pense sincèrement que vous pourrez apprécier votre lecture. Ensuite, je voudrais vous parler de Nosferatu par Joe Hill et paru chez J.C. Lattès, si je ne me trompe pas, puisque moi j'ai la version de chez Françoisir, donc si jamais je me suis trompée, je vous le notifierai sur l'écran. Alors Nosferatu pour moi c'était une découverte de la plume de Joe Hill et ok, ça va peut-être paraître un petit peu cliché, mais je m'en fous, j'assume, j'ai trouvé qu'il y avait quand même certaines similitudes avec la plume de son père Stephen King.
En effet, ici nous avons un roman très dense qui va brasser plusieurs années de vie, voire même je dirais une vie complète. Nosferatu est un livre qui nous permet de rentrer dans l'essence même de nos personnages et en cela je retrouve vraiment la plume de Stephen King, par exemple ce qu'il a pu faire avec le roman Ça, même si l'intrigue n'a strictement rien à voir. Dans ça aussi vous allez suivre des personnages de leur enfance jusqu'à l'âge adulte et vous allez voir leur évolution, vous allez voir la façon dont ils ont évolué en fonction de ce qu'ils ont vécu étant enfants et je dirais que Nosferatu il est quand même un petit peu basé sur le même schéma et c'est en cela que je vous dis qu'on y retrouve un petit peu du Stephen King. Dans ce roman, nous allons d'abord faire connaissance avec deux acteurs principaux de cette intrigue. Le premier acteur, il s'agit de Charles Manx. Charles Manx, c'est sa Rolls-Royce de 1938 dont il ne se sépare jamais et qui lui sert à enlever des enfants et à aller les transporter dans son paradis personnel qui s'appelle Christmasland. Alors certes, à Christmasland, c'est Noël tous les jours, mais à quel prix? De l'autre, nous rencontrons Victoria, peut-être la seule môme à avoir réchappé à Charles Manx. Mais pour combien de temps? Car Vic grandit et avec elle la certitude que tous ses souvenirs d'enfant n'étaient en fait que des rêves fantasmés et que rien n'était réel. Des excursions de gamine juchée sur un vélo qui lui permettaient de l'emmener où elle voulait lorsqu'elle traversait un pont magique. Des fadaises, des élucubrations d'enfants, l'expression simple de sa folie. Bref, croyez-moi, autant vous le dire, Victoria n'est absolument pas rendue au bout de ses peines. Encore quelque chose que je noterai qui est similaire à ce que peut faire Stephen King, c'est justement cette façon qu'a l'auteur d'exploiter cette différence de psychologie entre l'adulte et l'enfant. L'enfant avec sa capacité hors norme d'acceptation et d'adaptation qui va se contenter de croire ce qu'il voit sans chercher plus loin. L'adulte, lui, qui a grandi avec des acquis, des habitudes de société, des certitudes inculquées à coups de marteau et qui, même s'il le voit, va refuser de croire et va préférer essayer de rationaliser, quitte à se croire complètement fou lui-même. Sincèrement, j'ai adoré toute cette mise en avant par l'auteur, j'ai trouvé ça assez génial et c'est excellemment bien travaillé. Je dois noter quelque chose qui n'a rien à voir. J'ai lu Nosferatu à la période de Noël et je dois vous avouer que c'est la période idéale pour lire ce roman parce que sincèrement, Charles Manx s'amuse tout le temps au long de ce roman à écouter des chants de Noël. Il est complètement obnubilé par Noël. Et donc vous avez des chants de Noël et quand vous êtes en pleine période de Noël et que quand vous sortez, vous entendez ces mêmes chants, sincèrement, c'est un rendu qui est inimitable. Mais dans tous les cas, ça se passe pendant une période froide et si vous contentez de le lire comme ça quand il fait froid, vous aurez quand même un superbe aperçu de cette atmosphère. Ce livre, il est dense, il est long et il va nous happer dès les premières pages dans cet univers qui est décalé, qui est dérangé et parfois même dérangeant. Par contre, je tiens à noter que ne vous attendez pas à passer votre temps à Christmasland. En fait, on n'y est jamais puisque toute l'histoire finalement va compter ce singulier jeu de dupes entre Victoria et Charles Manx, mais vous n'allez pas passer de temps dans Christmasland même, vous n'allez pas voir comment les enfants y vivent. En cela, au début, ça m'a un petit peu surprise. Je pensais réellement qu'on allait plus se pencher sur Charles Manx et tous les enfants et ce qui leur arrivait à Christmasland, etc. Et j'ai été surprise et même pendant un très court moment un petit peu déçue de ne pas avoir ça. Mais après, je me suis contentée de me laisser emmener par l'auteur dans ce qu'il voulait me montrer, dans ce qu'il voulait me conter. Et finalement, voilà, j'ai été tout à fait ravie de ma lecture et les directions qu'a prises l'auteur sont excellentes, donc je lui pardonne tout à fait facilement de ne pas m'avoir emmené plus en avant dans Christmasland. Par contre ici, il faut savoir que vous avez une histoire d'univers parallèle, je vous laisse le découvrir, c'est lié à Christmasland, etc. Et ça, oui, vous allez l'avoir, vous allez le retrouver, c'est juste le lieu de Christmasland que vous n'allez pas retrouver. Alors les personnages sont très évolutifs, notamment le personnage de Victoria, parce que ce qu'elle a vécu gamine ne va vraiment pas la laisser indemne. Ça va donc devenir une adolescente à problème, d'autant qu'elle a un schéma familial un petit peu compliqué, et elle va à la fin devenir une adulte psychotique sur les bords. En plus, une fois adulte, elle va passer par des moments d'acceptation de la réalité, de déni de la réalité, elle ne va pas du tout réagir pareil en fonction de ses phases, et donc autant vous dire que nos émotions envers Victoria varient en fonction des stades du roman, et ce fut un véritable ascenseur émotionnel avec elle. Il y a des fois je l'adorais, je la trouvais courageuse, des fois je la trouvais hyper touchante, des fois je ne la supportais plus, j'avais juste envie de la claquer. Bref, on passe vraiment par un panel hyper large d'émotions et je trouvais ça
assez génial parce que finalement l'auteur n'hésite pas à nous maltraiter. Alors par contre, il y a un personnage que j'ai adoré du début à la fin dans ma lecture. Et il s'agit de Charles Manx. Certes, c'est un psychopathe malsain, une sorte de vampire psychique qui va se nourrir de l'âme des gamins qu'il a enlevés, mais alors, il est totalement magistral et charismatique. C'est un méchant, comme je les adore, à 3000 lieues de ce qu'on peut rencontrer classiquement. Alors je sais que ce personnage a mis plusieurs lecteurs vraiment mal à l'aise, mais justement moi c'est ce qui me plaît chez lui, c'est qu'il est totalement barré. Ce mec est barré, mais voilà, il est génial. Si vous aimez les méchants, sincèrement, je pense que vous allez vraiment accrocher à Charles Manx. Dans tous les cas, Nosferatu, c'est un roman qui est extrêmement dense, qui est extrêmement complexe, et de par ce fait, c'est pas un roman que l'on va dévorer. Mais par contre, une fois qu'on commence à le lire, il est extrêmement difficile d'en sortir. Moi, j'avais beaucoup de mal à me sortir de ma lecture. Alors oui, je pense qu'il y a des longueurs, honnêtement, je pense qu'il y a des longueurs, mais je dois avouer, moi, personnellement, elles ne m'ont pas dérangée, j'ai tout pris, je n'ai rien laissé de côté, j'ai tout adoré, et donc, même les longueurs, je trouvais qu'elles servaient le récit quelque part, elles nous amenaient toujours quelque chose et pour moi il n'y avait rien acheté là-dedans. Par contre, pour pouvoir apprécier ce roman, il faut apprécier ce type de roman où vous allez être plongé à pieds joints dans une vie et où vous allez suivre l'évolution d'un personnage tout au long d'une vie et où vous n'allez pas vous focaliser que sur l'intrigue mais sur le personnage et l'univers dans son ensemble. Si vraiment vous n'aimez pas ça, que vous aimez aller droit à l'essentiel, je pense que Nosferatu va vous paraître finalement très très long. Bref, c'est un roman qui est sombre et glauque mais qui est aussi touchant, c'est un roman qu'on peut pas classer, qui est vraiment à part, un mélange d'horreur et de fantastique, mais qui a totalement fonctionné sur moi. Et autant vous dire, vous n'allez plus écouter les chants de Noël de la même façon. Pour le prochain roman, nous allons totalement changer de genre ici, puisque nous allons partir dans le conte jeunesse avec un grand classique, puisqu'il s'agit du Magicien d'Oz. Et ici, je vous présente la version qui est parue chez Usborne Éditions, qui est une édition illustrée que je possède, c'est celle que j'ai, et que je trouve particulièrement somptueuse. Je vous l'ai présenté dans un book haul, je vous ai montré les illustrations, n'hésitez pas à aller le voir. J'ai acquis ce roman en décembre, je crois, donc vous pourrez le retrouver dans le book haul du mois de décembre. Alors le Magicien d'Oz, c'est un vieux conte, il est paru en 1900 et il est très vite devenu une institution aux États-Unis. Il est un peu moins coté en France, mais il fait quand même partie des références. Et je dois l'avouer, je n'avais jamais lu le Magicien d'Oz, ce qui fait qu'au final je ne savais pas vraiment de quoi ça parlait et j'avais envie de réparer cette erreur. Donc pour l'histoire, nous allons rencontrer Dorothy qui doit, je pense, avoir une douzaine d'années, je ne sais plus exactement, qui va être emportée, elle, sa maison et son chien Toto lors d'une tornade et elle va donc atterrir au pays d'Oz. Là-bas, elle va vivre plein d'aventures, mais le but final sera toujours de réussir à rentrer dans son Texas natal. Alors il faut le noter, vous êtes ici dans un conte et comme dans beaucoup de contes, l'action se déroule extrêmement vite. Certains passages que nous souhaiterions voir développer en tant qu'adultes ne sont qu'effleurés pour directement arriver au résultat, puisque au final c'est ce qui comptait à l'auteur. Il faut que ça aille vite, je suppose, pour ne pas lasser les enfants, mais du coup c'est vrai que des fois ça va très vite. Attends, limite à ce qu'il se passe plein de trucs et hop là, en 2 coups de cuillère à peau, c'est déjà terminé. Après, ce n'est pas vraiment dérangeant parce qu'après tout, on garde à l'esprit que l'on est en train de lire un conte jeunesse, un conte qui a plus de 100 ans d'âge, et donc finalement, on sait très bien à quoi s'attendre. Par contre, la force de ce récit, outre les superbes couleurs que vous retrouvez tout le temps, alors certes elles sont dans les illustrations, mais l'auteur l'exprime très bien dans son récit, c'est un récit qui est hyper coloré, c'est chatoyant, c'est assez extraordinaire de ce côté-là. Outre ces superbes couleurs, ce sont les personnages, tout simplement. Entre l'épouvantail qui lui souhaite plus que tout au monde avoir un cerveau pour bien penser, l'homme de fer blanc pour qui le plus grand rêve resterait d'avoir un cœur pour pouvoir aimer, et le lion qui lui voudrait avoir plus de courage parce qu'après tout il est le roi des animaux, croyez-moi les personnages ici sont ultra touchants. Et ce que j'ai trouvé encore plus touchant, c'est la façon qu'a l'auteur de montrer à ses jeunes lecteurs, et d'ailleurs aussi aux moins jeunes, que finalement toutes ces ressources on ne va pas aller les chercher à l'extérieur, mais que c'est au fond de nous qu'il faut aller les trouver. Quiconque est capable de réfléchir, quiconque est capable d'aimer, quiconque est capable de faire preuve de courage, je pense que c'est le message un petit peu général de l'histoire, et au final je suis ressortie vraiment enthousiaste de ma lecture, je trouvais ça super mignon, c'est une très jolie histoire. Bon, alors que comme dans tous les vieux contes, vous avez des morts, hein. Dorothy, elle flingue au moins 2 sorcières, mais bon, ça vous savez comment sont les vieux contes, hein. Vous avez qu'à lire les versions originales de La Petite Sirène ou même de Blanche-Neige, vous allez voir, on est quand même loin du Disney. Mais dans l'ensemble, je trouve qu'il n'est pas vraiment sanglant.
et qu'il est plutôt ultra positif et très coloré comme je vous le disais. En tout cas, ça reste une magnifique histoire d'amitié et rien que pour ça, ça vaut le coup de le lire. Et puis voilà, ça reste une institution, il y a eu énormément d'adaptations, il y a eu énormément de romans ou autres, de films qui ont été dérivés de cette histoire et je suis quand même vachement contente de me coucher moins con après avoir lu ça quoi. Pour terminer cette vidéo, je voudrais vous parler d'une bande dessinée dont j'ai relu le premier tome et lu le tome 2 et 3. Il s'agit d'Alice Matheson. Le scénario est par Jean-Luc Istin. Si vous lisez la bande dessinée, je pense que vous connaissez. Quant au dessin, excusez-moi, il faut que je lise, il est par Zivorad Radivojevic. Alors si j'ai réussi à pas massacrer son nom, sincèrement je suis très forte. Ici nous allons donc rencontrer Alice Matheson qui est infirmière, une infirmière des plus dévouées à son travail qui plus est. Bon, par contre, Alice Matheson a peut-être une petite particularité, c'est une psychopathe qui adore mettre fin à la vie de ses patients. Ce petit moment où elle voit la lueur de vie quitter le regard des gens, elle l'adore, elle le chérit. Mais tout va être bouleversé dans sa petite vie tranquille le jour où les morts vont commencer à se relever et qu'elle va devoir accepter le fait qu'il y a une épidémie zombie. Alors cette épidémie sera-t-elle bonne ou néfaste pour ses affaires? Alice va le découvrir et en tout cas, elle ne restera pas sans bouger. Alors je dois le dire, Alice Matheson, j'adore de toutes les manières, j'adore quand vous avez des personnages un petit peu psychopathes comme ça tombe bien, je viens de vous parler de Nosferatu, je pense que c'est bon, à la fin de la vidéo, vous allez me prendre pour une sociopathe. Mais le fait est que j'adore, elle n'a pas d'empathie, elle n'a pas de cœur, tout est acquis, elle fait tout le temps semblant, dès qu'elle fait semblant d'être sympa pour donner le change auprès des gens et puis paraître à peu près normal. Mais ce qu'elle aime par-dessus tout, c'est vraiment flinguer les gens et ça en fait un personnage hyper drôle, franchement elle est drôle, elle est hyper complexe. J'adore cette série, pour l'instant j'ai les 4 premiers tomes je crois, donc j'ai lu les 4 premiers tomes, je vous dis n'importe quoi, pas les 3 premiers mais j'ai lu les 4 premiers et sincèrement ça vaut le détour. Le côté zombie ici, il est absolument pas oublié, c'est pas quelque chose d'anecdotique et je dirais que l'intrigue elle est justement dosée entre le côté psychopathe d'Alice qui va avoir des problèmes, qui va devoir agir pour ne pas être découverte, etc. et toute cette invasion zombie. Vous avez quand même l'épidémie et donc vous avez tout l'univers zombie qui est bien développé et moi j'adore, j'ai vraiment hâte de continuer cette série et de voir où Jean-Luc Istin va nous emmener. Donc voilà les amis, j'en ai terminé avec ce nouvel update lecture. Je vous ai donc présenté finalement mes derniers romans de l'année 2017 et ils ont été somme toute assez excellents. J'ai passé un excellent mois de décembre au niveau de mes lectures. A tous, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao!